L'opposition congolaise dénonce un scrutin chaotique organisé par Denis Kadima, plusieurs irrégularités d'après Martin Fayoulou et consort. Une marche est annoncée pour ce mercredi à Kinshasa afin de non seulement boycotter les processus électoraux, mais aussi dire non à plusieurs irrégularités. Nous allons en parler dans cet entretien spécial qui reçoit pour vous Germain Kambinga. Il est le président du regroupement politique Le Centre. Germain Kambinga, d'abord un mot par rapport au scrutin organisé par la centrale électorale. C'est fait dans les temps. La Commission électorale nationale indépendante est une structure qui fonctionne à deux vitesses. Ça, c'est le problème structurel de la Commission électorale indépendante. J'ai parlé du problème politique lié à sa mise en œuvre. Maintenant, il y a un deuxième problème, c'est le problème de l'organisation interne de la Commission électorale nationale indépendante qui fonctionne à deux niveaux. Le premier niveau, ce sont, je dirais même trois niveaux en réalité. Le premier niveau, c'est le niveau politique dont je viens de parler. Le deuxième niveau, c'est le niveau administratif avec des agents qui sont en contrat à durée indéterminée. Mais le gros des troupes, ceux qui tiennent l'objet même de l'existence de la CENI, sont des agents précaires. Plus de 300 000 à mon avis, parce que dans un bureau, on a des assesseurs, des présidents de bureaux de vote, des chefs de centre, et des secrétaires, et ainsi de suite. Ces gens-là ont des contrats à durée déterminée, de très courte durée finalement. Mais à ces gens-là, on donne la responsabilité de la sincérité et de la validité d'un scrutin aussi important. Il faut une réflexion sur cette question. Le troisième problème que rencontre la Commission électorale nationale indépendante, c'est que nous sommes la République démocratique du Congo, un pays continent, un pays immense, à la géographie très complexe, et que nous sommes, à côté de cela, un pays sous-développé, avec des déficits infrastructurels et énergétiques énormes. Donc, l'organisation d'une élection ou d'un cycle électoral en République démocratique du Congo ressemble, à n'en point douter, pour cette commission, à une véritable gageure, et ce, à chacune des fois qu'elle est amenée à assumer cette responsabilité. Les trois paramètres que je viens d'évoquer expliquent pourquoi en 2006, nous avons frôlé le chaos, pourquoi en 2011, nous avons frôlé le chaos, et pourquoi en 2018, nous l'avons à nouveau frôlé, et qu'aujourd'hui, une fois encore, malgré toute la bonne volonté qu'on peut supposer de ceux qui se sont donné corps et âme pour que ces élections aient lieu à temps, les quelques failles que nous avons observées sont à nouveau réapparues. Mais lorsqu'on a dit cela, on ne doit pas oublier que notre processus électoral à tâtons, il faut l'avouer, est un processus électoral qu'il faut continuer à encourager et à faire en sorte que cette dernière continue à prendre de l'âge, de la croissance pour atteindre son niveau de solidité. Est-ce que ce scrutin, d'après vous, frise-t-il des germes de tricherie, comme l'a si bien dit Martin Fayoulou? Je crois que même le président de la Commission électorale indépendante a reconnu lui-même qu'il y a eu, notamment au niveau des législatives essentiellement, de nombreux candidats qui ont profité des failles du système pour essayer de passer outre la volonté du peuple en s'arrogeant des voix et en se donnant des positions qui pourraient demain leur servir pour être vainqueurs. Mais il a également souligné qu'il y avait des garde-fous qui, si ils étaient enjambés, rencontreraient potentiellement la rigueur de la loi, allant jusqu'à l'annulation des élections, là où des irrégularités trop importantes et vérifiables auraient été constatées. S'agissant de la question présidentielle, la problématique se pose différemment. Moi, je pense que c'est tout un sujet, la question des élections présidentielles, de cette fois-ci, parce que déjà... Un rapport voulu par Martin Fayoulou au terme d'irrégularité constatée sur le terrain. Non, je vous ai dit que la question d'annulation, de reprise à zéro, d'abord, factuellement, ce n'est pas faisable, parce que dire cela, c'est dire aux Congolais qu'ils partent pour une transition d'un minimum de 3 ans. Parce que je vous ai dit, on est encore sous le régime constitutionnel d'une commission électorale nationale indépendante à composition fortement politique. Donc, imaginez un seul instant que les acteurs politiques que vous connaissez décident de s'asseoir pour mettre en place une nouvelle CENI. On est parti pour la gloire, premier élément. Ensuite, il ne faut pas oublier que la République démocratique du Congo vient de dépenser 1,1 milliard pour ce processus et que le temps de
retrouver des finances suffisamment abondantes pour réengager cela dans le cadre d'un nouveau processus, nous serions partis pour au minimum 3 années de transition. Et cela mettra un coup fatal à notre démocratie qui n'en a pas besoin. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est faire ce que nous savons très bien faire, à mon avis. C'est quoi? C'est que le président de la République qui sera élu constate qu'il y a une nécessité de tendre la main et d'ouvrir des mécanismes de rapprochement avec ceux qui hier étaient ses ennemis, parce que, il ne faut pas oublier, et je vais y revenir là-dessus, l'enjeu fondamental aujourd'hui, c'est le Congo d'après-élection, un Congo en guerre. Vous avez tendance à l'oublier. Nous avons organisé une élection dans un pays en guerre, dans un pays dont les troupes sont engagées dans la protection du territoire national. Hier encore, vous avez suivi les élucubrations abracadabrantesques du préposé à la communication de ce mouvement rebelle stipendié par le Rwanda, qui est le M23, qui se bombait le torse d'avoir encore conquis quelques espaces dans notre pays. Cela prouve qu'en réalité, la vraie problématique de l'après-élection, c'est la sécurité de notre territoire et la restauration de notre intégrité territoriale. Donc le vrai enjeu, ce n'est pas de regarder vers une nouvelle transition, mais c'est de faire en sorte, dans cet élan de rassemblement rendu nécessaire par la situation globale, que le président de la République, qui sera proclamé, fasse le père de la nation. Ce qui est son rôle, rassemble et tende la main pour qu'ensemble, tel un front dressé, comme le dit d'ailleurs notre hymne national, nous affrontions l'adversité. Cette adversité qui est de plus en plus violente, qui nous a imposé par le Rwanda et tous ceux qui sont derrière le Rwanda, bien identifiés pour des intérêts économiques, qui pensent que les richesses du Congo, qui sont au cœur, si vous voulez, de toutes les révolutions écologiques, technologiques, qui vont conditionner la construction du monde de demain, se retrouvent en grande quantité dans le sous-sol de cette terre qui est la nôtre. La préélection, vous dites que le président qui sera élu doit tendre sa main à la classe politique pour un rassemblement. Pourquoi le pays est en guerre. Pourquoi doit-il le faire pendant que nous venons d'assister aux élections? Il y a des Je vais vous expliquer. C'est une élection qui s'est déroulée dans un contexte particulier. Et au sortir de cette élection, il y aura de nombreuses frustrations. Pourquoi? Comme d'habitude. Pourquoi le vote s'est orienté dans un sens plutôt que dans un autre? Vous savez, la mythologie gaulienne dit que l'élection présidentielle est une rencontre mystérieuse entre un peuple, un homme et son histoire. L'histoire présente du Congo, c'est cette guerre qui est imposée aux Congolais. Les Congolais sont un peuple qui ont leur patriotisme chevillé au corps. Ils sont prêts à renoncer à tout, sauf à leur Congo chéri. Nous sommes chauvins, nous les Congolais. D'ailleurs, nous sommes une société conservatrice. Les Congolais, qu'ils soient en France, aux États-Unis et partout, parlent d'abord le Lingala, parlent d'abord le Swahili, parlent d'abord le Chiluba, le Kikongo. C'est ce que nous sommes. Donc lorsque le Congo est attaqué, le réflexe naturel du Congolais, c'est de se rassembler. Moi, j'ai terminé un ouvrage et j'appelle ça... Se rassembler avec qui? Entre eux. 23 ou bien avec l'opposition qui boycotte déjà la publication? Les Congolais ont tendance à se rassembler. Je parle des résultats des élections. J'explique le sens de ces résultats. J'explique pourquoi les tendances que nous observons prennent une certaine direction. C'est parce que les Congolais ont décidé de se rassembler. Ils savent que leur pays est menacé. Ils savent que divisés, ils ouvrent des brèches aux ennemis du Congo. Ils ont renoncé à ce qui est leur quotidien, les problématiques du quotidien, parce que l'opposition s'est entrompée de problématiques, s'est lancée à pieds joints sur les questions sociales, alors que la véritable problématique de cette élection, c'était la question sécuritaire. Voilà l'erreur de l'opposition. Voilà pourquoi les votes se sont globalement dirigés dans un sens. Parce que menacer l'existence du Congo en jeu, les Congolais ont fait un choix du don de soi. Oui, le dollar périclite. Oui, le social
reste un objectif. Oui, beaucoup de choses restent à faire, mais tout cela n'est pas possible si nous perdons le Congo. Alors ils ont décidé d'orienter leur vote dans le sens de l'unité des Congolais autour de l'objectif de la défense de la patrie. Voilà ce qui explique le sens. Donc, lorsqu'on tient compte de cette réalité, vous comprenez mieux pourquoi je dis, après la proclamation des résultats, le président de la République qui sera élu devra continuer le travail du rassemblement des Congolais. Il aura rassemblé une large majorité, mais il doit aller vers cette minorité qui peut-être n'a pas encore perçu au même niveau que les autres le niveau de la menace. Et c'est cette main tendue qui sera de la responsabilité du chef de l'État dont je parle. C'est la seule voie de sortie post-électorale. Non à la transition, non à l'annulation de ces élections, oui à une rencontre conclusive entre Congolais dans les règles édictées par celui sur qui le peuple congolais aura porté son dévolu. Ce sera sa responsabilité et c'est la seule voie de sortie. Le président de la République en place a su, il ne faut pas se voiler la face, parler aux Congolais. Il s'est présenté en commandant suprême d'une nation agressée. Il s'est présenté en commandant suprême d'une nation à protéger. Il s'est présenté en commandant suprême d'une nation prêt à se battre. Il l'a exprimé avec virilité, avec force. Cela n'a pas échappé aux Congolais. Il l'a dit. C'est très simple. Si, M. Kagame, vous continuez, cette guerre ne se passera plus seulement chez nous. Pour la première fois, sachez-le, je vais l'amener jusqu'au Rwanda. Et lorsqu'il dit cela, il atteint le cœur des Congolais. Et je vous ai dit que la société congolaise était une société conservatrice. Vincent Muzungu, votre pays, la République démocratique du Congo, a une histoire. Cette histoire a construit son mythe existentiel. Le mythe existentiel de la République démocratique du Congo, ce mythe que nous recevons tous depuis que nous sommes petits, c'est que, alors, dès l'origine, nous sommes une nation bénie de Dieu, remplie de richesses, mais sujet à de nombreuses convoitises. Nous savons tous que l'avenir du Congo dépend de ce que chacun de nous, contemporains, comme nos pères l'ont fait, fera aujourd'hui pour protéger cet héritage. Les Congolais savent que si eux n'arrivent pas à faire émerger le Congo, le minimum qu'ils ont à faire, c'est de garder compact cet héritage pour que la génération suivante puisse faire mieux. C'est la mission que chaque Congolais reçoit quand il grandit. C'est ça qui est le fondement de notre fierté d'être Congolais. Donc quand cela est attaqué, les Congolais ont ces tendances naturelles à se rassembler. Et j'ai terminé un ouvrage, et dans cet ouvrage, moi j'appelle ça la hiérarchie des sentiments identitaires. Lorsque Vita joue contre Imana, chacun a son identité. Lorsque Mazembe joue contre Lupopo, chacun a son identité. Mais lorsque les léopards se réunissent, il ne s'agit plus de Vita, il ne s'agit plus d'Imana, il ne s'agit plus de Mazembe, il ne s'agit plus de Lupopo, il s'agit du Grand Congo, dont le drapeau est notre étendard et l'expression de notre fierté. Voilà ce qui s'est passé pendant cette élection. Nous avons eu un candidat qui a su incarner ces valeurs-là. Il l'a dit. En gros, c'est très simple. Vous avez deux bonhommes qui se disputent dans le cadre d'un combat, un territoire. Il y en a un qui dit, bah, écoutez, moi, je règle le problème en 6 mois. Mais il ne dit pas comment il fait. Il n'y met pas l'intensité qu'il faut. Et puis il y en a un autre qui dit, bah non, moi c'est plus simple, moi je sais qui est le responsable de ce désordre. Et ce responsable c'est Kagame, ben, je lui parle directement. Je lui dis, Kagame, si tu continues à déconner, ben moi j'arrive chez toi. Et voilà, il a dit, le peuple a choisi. Ce n'est pas un discours de la campagne électorale pendant qu'il a géré le pays 5 ans.
Oui, et on il n'a n'a rien pas fait. senti. Et il n'a rien fait. Il a $1 milliard dans l'armée. Non, mais la partie Est est toujours en ébullition. C'est ce que Voilà. l'opposition est en train de Mais d'abord, reprocher au pouvoir en d'abord, ça place. c'est une réflexion totalement absurde. La guerre, ce n'est pas un jeu de cours de récréation, ce n'est pas Colin Maillard, c'est quelque chose de sérieux. Combien de temps il a fallu au Maroc pour endiguer la problématique du Front Polisario, l'ETA en Espagne, la problématique de la Casamance au Sénégal, Action Directe en France, ça s'est pas fait d'un coup de bâton magique. La problématique de l'Est, c'est une problématique structurelle. Ce n'est pas une problématique conjoncturelle. Ce qui pourrait être reproché au président de la République, c'est de ne pas avoir combattu avec son armée pour la protection du territoire. Ce n'est pas de ne pas avoir fini. Parce que finir la guerre est une question complexe. C'est une question de longue durée. Sinon, cette guerre n'aurait pas presque 15, 20, 30 ans bientôt. Vous comprenez? Donc, c'est un problème complexe. Le rôle du président de la République qui arrive et trouve la situation, c'est de démontrer qu'il fait tout sauf rien pour essayer de résoudre ce problème. Il n'y a pas de solution magique. C'est l'engagement, c'est faire la guerre, c'est se battre pour mériter de la patrie. Voilà ce qu'il a fait et voilà ce qu'il continue à faire. Qu'est-ce qu'il n'a pas tenté? État de siège, mouvement des troupes, changement de commandement. Parce qu'il prend la problématique à chaud. Ça veut dire c'est une situation qu'il trouve. Il doit comprendre, il doit analyser, il doit procéder par essai et erreur. Il n'y a pas d'autre façon. Mais si la corruption, les vols... Mais c'est tout cela qu'il cela n'a trouve. pas été fini. Les gens lui ont rappelé que Mais Kamere a été arrêté de Mais la c'est- prison au ministère de l'économie. Alors là, vous avez Beaucoup de- non, là de- vous changez de problématique. Moi, je vous assure, ces Oui. problématiques, elles étaient subalternes. Elles n'ont pas intéressé les Congolais. Les Congolais, ce qui les intéresse, c'est qu'il y ait un homme capable de regarder le président Kagame en face et de lui dire, si tu continues, on se bat, toi et moi. C'est d'homme à homme qu'il a parlé à Kagame au meeting de Njili, et ensuite, dans une radio concurrente. Ça va se dire dans un meeting des déclarations pareilles. Et les 6 millions, 7, 8, 9 millions de morts, les richesses du Congo siphonnées de manière irrégulière depuis plus d'une vingtaine d'années, tout cela, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est la bien-pensance de ceux qui voudraient mettre des gants de velours face à une situation dramatique. Il a une responsabilité. C'est le chef d'une nation meurtrie. Vous croyez que Zelensky prend des gants lorsqu'il s'adresse à Poutine et vice-versa? Ben non, pas du tout. Ce n'est pas ici des affrontements à fleur et moucheté, c'est un affrontement direct. Non, mais je suis désolé de vous interrompre. Est-ce que pour qu'il convoque le Parlement en congrès, il est obligé de dire à la population dans un meeting que si Kagame continue, il doit convoquer le Parlement en Mais congrès? bien sûr. C'est pas de la politique politicienne. Mais non, c'est la rencontre du chef et de son peuple. Si nous avons les résultats que nous avons, c'est parce qu'il a su parler à son peuple. Le peuple veut. Ah, nous savons quels résultats. Nous sommes partis aux élections avec un pays amputé des membres. Mais un pays qui se bat, toujours debout. C'est ça que le peuple a retenu. Vous savez, à partir des salons feutrés de Kinshasa, on peut bien sûr ergoter sur les réussites et les échecs épisodiques de notre armée, mais ceux qui sont dans les territoires occupés et qui voient la hargne et la volonté qui est mise en œuvre, ne retiennent qu'une seule chose. Nous avons les nôtres qui se battent, parce qu'ils voient ces militaires tomber et mourir pour eux chaque jour. Ils voient ces militaires lutter. Ils voient les efforts qui sont faits face à un adversaire tentaculaire, tapis dans l'ombre, et face à la malveillance de certains compatriotes qui n'ont pas compris le vrai message, parce qu'ils sont utilisés pour détruire l'héritage de nos ancêtres. Ça, les gens qui sont sur le front, les gens qui vivent au quotidien ces menaces et tous ces drames, à Béni, en Ituri et partout, le savent. Il y a des amis qu'ils rencontrent la veille et qui demain sont morts. Il y a des militaires avec qui ils discutent et parlent d'avenir et qui ensuite leur reviennent
de pied devant. Eux, ils vivent ça charnellement. Nous nous en faisons des questions philosophiques et des débats de terrasse. C'est peut-être pour ça que nous avons un peu cette légèreté à ignorer ce qui est fait. Mais non, Vincent Muzungu, ce qui est fait, c'est que des Congolais meurent à l'Est et que d'autres Congolais meurent pour les défendre. Et eux, ils en sont conscients. Et le petit peuple, ceux qui ne sont pas dans les salons feutrés de ma campagne et de la Gombe, ressentent ça de manière charnelle. Et ils l'ont exprimé. Vous savez, Montesquieu disait « J'aime les paysans » parce qu'ils ne sont pas suffisamment instruits pour se tromper. Et c'est ce que nous vivons. Nous, l'élite, les élites politiques et autres congolaises, nous avons transformé la question de la sécurité en une question subsidiaire. Parce que l'Est, c'est loin. Parce que Bunagana, le Rutshuru, c'est tellement loin. Mais c'est grave. Nous voyons que le petit peuple d'Idiofa, le petit peuple dans le Kwilu, le petit peuple de la Chopo, lui, il ne voit pas les choses comme ça. Il dit, non, ce pays, il est à nous. Il n'y a rien de plus important que le pays. Réglons d'abord ce problème et le reste suivra. C'est le message qui est lancé. Et si l'élite politique n'intègre pas la vérité de ce message, c'est que nous sommes une élite irresponsable. C'est que nous sommes une élite irresponsable. Figurez-vous que ce sont ceux des Congolais les moins nantis qui aujourd'hui décident de nous apprendre comment on aime son pays. Ceux qui ont reçu le moins de ce pays, ce sont eux, sacrifiant les frustrations de leur vie quotidienne, qui aujourd'hui décident de nous enseigner le patriotisme et l'intérêt supérieur de la nation. Voilà ce qui a été le guide du sens et de l'orientation du vote de ce petit peuple. Et la leçon, en tant qu'élite, que nous devons tirer, ce que nous n'avions pas compris. La preuve, l'opposition congolaise n'avait pas compris. À part les quelques autres erreurs qu'elle a pu commettre, qui fait que nous nous retrouvons dans cette bérésina électorale pour elle, il y a d'autres choix stratégiques et tactiques qui n'ont pas été efficaces. Et si cela vous intéresse, je peux vous donner mon avis là-dessus. Un dispositif sécuritaire très important déployé dans le Grand Katanga, ça craint pour la date du 31 décembre où la CENI doit publier les résultats généraux. Est-ce que doit-on craindre le pire au pays? Et alors, le Katanga dont vous parlez, le Haut-Katanga, n'est-ce pas en République démocratique du Congo? N'y a-t-il pas dans ce pays une unité de commandement? Est-ce une armée étrangère ou est-ce toujours l'armée de la République démocratique du Congo? Les impératifs sécuritaires sont des impératifs qui sont généralement couverts du secret défense. Lorsque l'armée se déploie, elle est en plein dans son rôle constitutionnel. Nous sommes en République démocratique du Congo. Ce n'est pas un événement. Il faut vraiment être de l'élite politique congolaise gavée au bien-être, au champagne, pour considérer anormal qu'une armée dans son pays puisse décider de se déployer. Mais le contexte... Est-ce que c'est la première fois que l'armée fait des parades dans le Katanga à Kinshasa? Mais il y a eu une parade ici, il y a 3-4 mois également. Mais c'est le rôle de l'armée d'être, bien sûr, dans la défensive, tout comme dans l'offensive, mais aussi dans la prévention. N'est-ce pas son rôle? Qu'est-ce que vous aimeriez? Que l'armée ne soit pas prête à défendre l'intégrité du territoire face aux menaces extérieures. Nous avons une élection, c'est une période sensible. Peut-être qu'il y a des informations laissant penser que les ennemis du Congo, ceux qui pactisent avec certains de nos frères, seraient prêts ou pourraient être prêts à attaquer et à déstabiliser notre pays. Cette vision prospective qui s'impose à l'armée et a certainement imposé des déploiements. Mais on ne sait même pas pourquoi ils se sont déployés. Laissez l'armée faire son travail, Vincent Muzungu. L'opposition ne doit pas se cacher le visage derrière le doigt. Ce n'est pas le premier processus électoral. Avec toutes les imperfections qu'on pourrait dénoncer, ce n'est pas le premier processus électoral en République démocratique du Congo. On gagne une élection en République démocratique du Congo, une élection présidentielle. De quelle façon? Moi, je vais vous expliquer ce que je sais. Parce que j'ai été un acteur majeur de l'élection de 2006. Je dirigeais le centre de compilation du mouvement de libération du Congo à l'époque de Jean-Pierre Bemba. J'ai été au cœur
de la campagne de 2011, au cœur de la campagne de 2018 d'Emmanuel Ramazani Chadari. Je sais de quoi je Vous n'avez pas parle. aligné les candidats Ça, c'est un autre débat, bien sûr. On ne nous a pas senti sur le terrain. Parce que nous avons signé un accord avec le Palou de Willy Makachi, donc le centre a une centaine de candidats dans le cadre de cette coalition. Maintenant, l'élection présidentielle en République démocratique du Congo se gagne comment? C'est le groupe qui a la meilleure organisation. C'est quoi avoir une bonne organisation? C'est avoir un maillage territorial, incarné par une vision, un homme, mais également des relais locaux qui transmettent le message. Vous avez d'un côté le camp présidentiel et toute la nomenclature apolitique autour, et les alliances qu'il a signées dans le cadre de l'Union Sacrée, Jean-Pierre Bemba, Moussa Niamussi, Vital Kamere, les confessions, certaines confessions religieuses à ancrage local, et toute la myriade, ou si vous voulez, la galaxie de candidats députés nationaux et provinciaux qui ont fait campagne pour eux, et les élus communaux qui ont fait campagne pour eux, mais qui étaient autant de relais dans les plus lointaines circonscriptions de la République démocratique du Congo. Unicité de commandement, cohérence dans l'action, intégration des spécificités géopolitiques nationales. Vous avez de l'autre une opposition éparpillée, divisée, avec des ambitions égotiques exprimées à leur maximum, sans des relais locaux efficaces. Ensuite, lorsque vous avez les deux structures, les différentes superstructures, il reste le message. D'un côté, vous avez une superstructure bien huilée, bien organisée, avec unicité de commandement et volonté de conquête, volonté virile de conquête, et le message qu'il faut, ça veut dire un message souverainiste et nationaliste, la défense de la patrie, la question sécuritaire. Et de l'autre, vous avez cette opposition éparpillée avec un message diffus et confus, à cheval entre la critique bilantaire et les questions sociales qu'ils ont considérées factuellement comme point d'orgue de leur condamnation du régime. Le peuple, malheureusement, dans cette configuration que je vous ai énoncée précédemment, a choisi la sécurité et n'a pas mis en priorité et n'a pas choisi les questions sociales. C'est quelle statistique, ce peuple-là? Mais vous suivez, vous et moi, les publications quotidiennes de la Commission électorale nationale indépendante. C'est un tsunami électoral, nous n'avons jamais vu cela. Il y a bien une explication pour qu'il y ait cet enjambement. Bien, moi, est-ce que tu n'es pas d'accord avec ce qui est fait par la CENI? Pour qu'il y ait un enjambement des réalités sociologiques du pays. C'est la première fois qu'on voit un candidat, à travers les résultats, faire le crossover entre l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord. Maintenant, l'opposition conteste, mais parce que l'opposition a pour vocation de contester. Moi, je voudrais, ici, qu'on m'apporte la preuve, d'abord théorique, ensuite pratique, que ce que je dis est faux. Est-ce que le fait d'avoir des leaders dont la popularité et l'ancrage local le plus est affirmé par des résultats en 2006, en 2011, en 2018, ce n'est pas un avantage? Est-ce que Kamere n'a pas un ancrage éprouvé, vérifié à travers les différents processus électoraux, dans la partie qui est son fief électoral? Est-ce que Jean-Pierre Bemba, est-ce que Jean-Lucien Boussa, est-ce que Moussa Niamussi, est-ce que tous les autres qui font partie de la galaxie Tshisekedi n'offrent pas des possibilités d'agrégation de voix qui donnent du sens et de la cohérence à la logique et aux tendances auxquelles nous assistons? Est-ce que le message sur la sécurité, est-ce que la culture congolaise, est-ce que la société congolaise n'est pas une société alerte lorsqu'il y a une menace sur son territoire? Voilà ce que moi je dis, voilà ce qui explique cela. Maintenant, si de l'autre côté, on a une autre théorie, je vais vous lire la vision de Martin Fayulu. Sa vision est celle de bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère avec des citoyens et citoyennes unis. Il faut faire du Congo un pays normal, ce qui signifie garantir l'intégrité territoriale, l'état des droits, la cohésion nationale et une gouvernance intègre. L'argent de l'État doit servir à investir dans les biens sociaux ou publics. Fini les vols et la corruption. Avec Fayulu, la tolérance zéro sera démise. Et voilà ce que dit Félix Tshisekedi.
Monsieur Kagame, si vous continuez, je vous tabasse. Voilà. Il a tout dit. C'est pas de la sommation. C'est très court. Mais c'est plus que tout ce que vous venez de dire. Parce que tous les Congolais savent que la vraie menace qui pèse sur la République, sur notre intégrité territoriale et notre existence en tant que nation, ce sont les velléités de M. Kagame, dans sa folie imaginée de penser que le crapaud peut se faire plus gros que le bœuf. Ça, les Congolais le comprennent. C'est très court. Monsieur Kagame, si vous continuez, je vous tabasse. Comment tabasser quelqu'un qui a un carnet d'adresses plus que vous, plus costaud, vous êtes en train, vous avez lu par le passé. Vous avez lu une vision. Moi, je vous donne quelque chose de pratique et qui a été tout de suite compris par les Congolais. Parce qu'ils sont chauvins, parce qu'ils aiment leur pays, parce que les Congolais sont des conservateurs, parce que les Congolais sont tous héritiers de Kimpavita, de Simon Kimbangu, de Lumumba, parce que quand le Congo est menacé, toutes ces litanies intellectualistes ne les intéressent pas. Ce qui les intéresse, c'est le Congo. Votre vision, c'est celle-là. Dans l'état actuel du Congo, le président, il a dit, Monsieur Kagame, si vous continuez, je vous tabasse. Katumbi a dit qu'on a affaire à un président qui se lamente beaucoup, un pleurnichard. En tout cas, ce que nous avons suivi, ça ressemblait plus à une menace qu'à une lamentation. Et c'était une mise en garde définitive. Et on était en pleine campagne, le peuple a compris ce message. Le peuple n'a pas compris ce que vous avez dit, nous allons faire un Congo, ainsi de suite. Bah, oui, c'est très bien, mais si on n'a plus de Congo, qu'est-ce que vous faites? Et c'est là où ils se sont trompés sur la problématique. Le président de la République a été très court. Il a compris, parce que lui, il est aux commandes, il voit au quotidien quel est en fait le pouls du peuple. Peut-être, ils se sont enfermés entre eux et ils ont considéré que la problématique, c'est ce qu'eux, ils ressentaient. Non, la problématique, c'est la guerre. Le Congo est en guerre. Félix Tshisekedi, c'est le commandant suprême d'une armée et d'un pays en guerre. Zelensky ne peut pas perdre une élection aujourd'hui. Poutine ne peut pas perdre une élection aujourd'hui. Ok, George Bush a gagné en 2004 contre John Kerry parce qu'il était en guerre contre l'Irak. Emmanuel Macron a gagné en 2022 parce qu'il s'était positionné en chef de guerre lorsque Poutine envahit l'Ukraine et que les frontières de l'Europe sont menacées. Il a abandonné sa campagne pour se positionner en chef de guerre qui protège les frontières de l'Europe. Les Français l'ont compris et ont voté pour lui. Tshisekedi, aujourd'hui, tel que nous voyons la tendance, bénéficie de cette position et surtout de l'attitude qui est la sienne dans cette circonstance particulière et depuis le départ. Dénonciation, vous appelez ça des pleurs. Non, lorsqu'on va aux Nations Unies, lorsqu'on va dans tous les forats, dénoncer les mains maculées de sang de Kagame ont détruit la réputation de ce pays qui a usurpé ses performances en dévoyant la destinée de la nation voisine dont il a profité de la faiblesse dans les années 94, 95, 96. Et c'est ce sevrage définitif que veut faire le président de la République qui a séduit les Congolais. Il veut sevrer Kagame de son habitude, de sa mauvaise habitude d'être accroché aux mamelles de notre nation. Ce n'est pas son pays, c'est ce qu'il lui dit. Je voulais faire un peu la déduction de votre argumentation quand vous avez parlé de la période d'après-élection. Vous avez souhaité que le président Tshisekedi tende sa main à la classe politique. Il était en coalition avec le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Vous avez la suite de ce qu'a été la coalition FCC-Cash. N'est-ce pas que le silence de Kabila, c'est un silence interpellateur? Lui qui était censé être un modèle, un conseiller, un coach, il est hors jeu. Parce que le président Tshisekedi l'a voulu ainsi. Non, le président l'a encore répété, le président de la République, un de ses plus grands regrets, c'est que précisément cette alliance n'est pas prospérée. Ça veut dire qu'au fond, le président a conscience que le Congo politique a en permanence besoin de se rassembler. Et c'est fort de cette conviction que moi je pense qu'une fois proclamé, le prochain président de la République, le président de la République qui sortira des urnes, aura pour première tâche de tendre la main. Le président Kabila sera peut-être dubitatif.
Ce sera la responsabilité du président Kabila, la responsabilité du président qui sera proclamé sera de se mettre au-dessus de la mêlée en tant que père de la nation pour considérer que ce n'est que rassemblés que nous serons plus forts face à cette menace qui se fait de plus en plus volontariste. Les tentatives irrédentistes se multiplient et le Congo doit plus que jamais être uni et faire front. Le peuple nous a donné le ton, le peuple nous a donné l'orientation et ce message du peuple, nous, les élites politiques, nous devons le recevoir. Si vous vous cachez le visage derrière le doigt en pensant que les 80% qu'on voit à gauche et à droite sont le résultat d'une tricherie hontée, vous vous cachez le visage derrière le doigt. Rassurez-vous, il y a une réalité qui est celle du pool du peuple, ceux qui font de la politique et qui ont fait un peu de terrain, honnêtement ont dû le sentir, qu'il y a eu un rassemblement pour la protection de la patrie. Et comme la patrie, en ce moment, dans cet élan de reconquête, est incarnée par le commandant suprême, le sens et l'orientation des votes, nous l'avons constaté. La dernière question, hier, vous avez beaucoup servi ces pays, député national, ministre de l'Industrie, vice-ministre à la formation professionnelle, arts et métiers. Demain, c'est un nouveau gouvernement qui va se former. Vous serez au gouvernement ou bien... Non, ça c'est une mauvaise façon de poser les problématiques. Oui. Moi, je vais vous dire, moi, quand j'ai commencé la politique, j'ai compris une seule chose. Parce que les politiciens congolais ont beaucoup de problèmes d'organisation personnelle. C'est ce qui fait que les gens sont prêts à tout et à n'importe quoi. Moi, je fais la politique, c'est par vocation et par idéal. Je ne cherche pas la popularité, en tout cas, je n'en cherche pas. Vous êtes bien populaire, Germain Kamina, je ne cherche à travers la ville. Je ne cherche plus, moi je ne dis que la vérité. Parce que les questions d'intendance et les questions de vie quotidienne, je me suis organisé pour les régler. Donc, si je passe dans les médias, ce n'est pas parce que je suis à la recherche d'un positionnement, je suis positionné. C'est ce qui est interprété, les gens disent que là, vous voulez... Non, je suis positionné. Je suis positionné, je suis un acteur politique. Mais nous ne pouvons pas nous taire. Nous n'avons qu'un seul pays. Je suis un acteur politique congolais, je pense que j'ai une parole qui s'entend et qui s'écoute. Je pense avoir un minimum de cohérence pour expliquer les choses. Que devrais-je faire lorsque je vois que le M23 veut profiter de la situation et menace mon pays, et que la classe politique, de manière inconsciente, ne voit pas le problème et pense que seul comptent les manœuvres politiciennes? Lorsque je sens la menace lancinante et peut-être un peu onirique de ceux qui pensent une république du Katanga, que devrais-je faire en tant que citoyen congolais? Me taire? Avoir honte d'exprimer mon opinion alors que je suis un citoyen libre? Non, c'est un devoir patriotique. Lorsque la patrie est menacée, lorsqu'il y a une déviation, les élites doivent s'organiser pour mener le débat. Et c'est pour ça que je suis sur le chantier du débat. Parce que c'est lorsque nous nous taisons que la bêtise triomphe. Faisons en sorte que de moins en moins, la bêtise triomphe. Donc il faut parler aux Congolais, leur expliquer, leur ouvrir le livre des réalités politiques, leur proposer des analyses. Et ensuite, leur libre arbitre jugera en connaissance de cause. Très bien. Voilà ce que je fais. Nous avons fini cet entretien. Vous allez regarder la caméra qui est au devant de vous. Adressez-vous directement aux Congolais pendant 3 minutes. Les élections ont vécu. Nous sommes en plein dans le processus des compilations. Des tendances sont présentées. Les Congolais ont parlé. Et moi, j'ai compris le message des masses populaires congolaises. La paix, la restauration de la sécurité, la restauration de la dignité nationale. J'ai compris que si les Congolais ont pu se rassembler au-delà des clivages ethniques et tribaux, au-delà des provinces, pour se mettre en rempart d'unité contre ceux qui veulent dévoyer notre héritage commun, j'ai compris que ma responsabilité, et ça doit être celle de toutes les élites politiques, c'est de suivre le message du peuple congolais, d'accompagner ce message et d'encourager ce message.
À celui qui sera proclamé président de la République, les frustrations politiciennes seront importantes, mais le pays est en guerre. Nous devons transcender cela. Monsieur le futur président, tendez la main, accordez votre pardon à ceux qui hier étaient vos opposants. La patrie a besoin d'être unie, parce que les combats qui vous attendent seront plus que jamais des combats décisifs pour la survie de notre pays en tant que nation. Merci. Et ça n'est fini, fidèles téléspectateurs, merci pour l'attention soutenue accordée à ces magazines. Nous allons nous retrouver très prochainement avec un autre invité pour parler du Congo. À tous et à tous, à très vite.